Bonjour, il est 11h30, nous allons commencer. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle émission du débrief consacrée au chantier permanent de l'optimisation du BFR. Je suis Emmanuel Lecher, responsable études et publications de RedBridge et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux membres de notre équipe conseil en dette, Mathieu Guillot. Bonjour Mathieu. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Et Hugo Thomas. Bonjour Hugo. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, RedBridge accompagne depuis plus de 20 ans les directions financières. On travaille main dans la main avec les entreprises pour optimiser leur stratégie de financement, leur liquidité, leur paiement, l'efficacité de leur trésorerie. Et notre vision est assez simple, c'est de travailler ensemble à produire un impact et à faire la différence. Et cette collaboration qu'on a avec les entreprises, elle commence toujours par un échange. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Hugo et Mathieu ont jugé intéressant de vous parler de ce qu'ils ont appris durant leur récente conversation avec les facteurs européens et de voir comment il est possible de piloter son BFR grâce au financement adossé. Le format, je le rappelle, une présentation qui va durer 20 minutes, durant laquelle vous pourrez commencer à poser vos questions via notre chat. Vous utilisez pour cela l'onglet « Questions » dans la console. Et on prendra le temps de répondre ensuite au cours d'une séance de questions-réponses, en espérant que ça vous permettra de clarifier toutes vos idées sur le sujet et on vous libère à midi pour l'heure du déjeuner. Voilà, Mathieu, Hugo, c'est à vous. Merci Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver et de pouvoir vous donner aujourd'hui un éclairage sur l'actualité du marché de la facturage et de la facturage inversé en cette rentrée de septembre 2021. Pourquoi ce sujet nous est-il apparu comme un sujet d'actualité? Pour plusieurs, merci Emmanuel, voilà, la première slide apparaît. Pour quatre raisons principales. D'abord parce que nous vivons dans une période de forte reprise de l'activité de production et du commerce international, et cela a des impacts significatifs, en tout cas qui peuvent être significatifs sur le BFR des entreprises, sur votre BFR. Parce que le BFR des entreprises est aussi impacté par un allongement des délais de paiement. On regardait avec Hugo et l'équipe récemment des statistiques et on s'est aperçu que le DSO des sociétés du SBF 120 a cru de plus de 8%, proche de 10% entre 2020 et 2019. Donc naturellement, c'est un sujet que vous, direction financière d'entreprise, devez adresser. Parce qu'il n'y a pas un jour où nous ne lisons pas un article sur les tensions sur les approvisionnements en France et en Europe. Il nous apparaît donc important de fidéliser ces fournisseurs et un programme d'affacturage inversé peut faire du sens pour traiter une partie de ce sujet. Enfin, parce que le marché du financement bancaire évolue toujours avec une plus grande sélectivité des prêteurs, particulièrement pendant les périodes de crise que nous venons de vivre, comme celle que nous venons de vivre, et avec un focus toujours plus grand sur la rentabilité. J'imagine qu'il n'y a pas un jour où une banque toque à la porte et vous dit je ne suis pas satisfait de ma rentabilité, je dois gagner plus, mon ROC n'est pas satisfaisant sur ma relation avec vous. Donc la préférence des prêteurs va continuer à s'orienter vers des financements sécurisés et en particulier sur les financements associés à des actifs et donc des opérations comme la facturage répond à cette demande des prêteurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on souhaitait rappeler que la facturage n'est plus l'apanage des sociétés en difficulté. On entend souvent cette remarque, on en parle avec nos clients. L'ensemble des grands corporates européens s'y intéressent pour différentes raisons, entre autres pour le financement du BFR, pour la diversification des financements, pour des sujets de déconsolidation, pour optimiser le coût de financement. Voilà, enfin, ce sont autant de raisons qui valent la peine de regarder de près le sujet. Parfait. Alors, le sujet est lancé. Allons-y. Allons-y. Quelle est l'actualité du marché de la facturage? Merci Mathieu, merci Emmanuel. Je vous propose peut-être de commencer par quelques chiffres pour illustrer un petit peu le message de Mathieu, en disant d'abord qu'une large majorité des corporates du SBF 120 a recours à la facturage. Donc c'est clairement plus l'apanage des sociétés en difficulté.
et une majorité de ces entreprises a recours à l'affacturage dans un but de déconsolidation principalement. J'en veux pour illustration les chiffres qui apparaissent en haut de la slide. À fin 2020, donc chez ceux qui publient l'information, la déconsolidation des créances clients représente en moyenne 0,29 fois l'EBITDA. Ce que ça signifie, c'est que l'impact sur le ratio de levier net de ces entreprises est de 0,29. L'impact sur le levier, il se calcule comme le rapport entre le montant du financement qui est déconsolidant à l'EBITDA. À l'échelle européenne, on a fait l'exercice sur un échantillon de 95 cédants et l'impact est encore plus important puisqu'il est de 0,43 fois l'EBITDA à fin 2020, là où il était seulement de 0,30 en 2018. Donc, le recours à la déconsolidation pour piloter son ratio de levier, ça apparaît comme étant une vraie tendance. Et d'ailleurs, les sociétés d'affacturage nous rapportent que sur le segment des ETI et des large cap, les opérations à vocation déconsolidante représentent actuellement 95% des nouveaux dossiers qu'elles ont à étudier. En synthèse, donc, il y a quand même pas mal d'intérêt à l'affacturage pour des entreprises sans difficultés particulières, et c'est tout particulièrement valable dans le contexte actuel. C'est une source de liquidité qui répond à un besoin lié à l'augmentation des délais de paiement. C'est une source de financement alternative au financement bancaire et à bas coût, ça on va y revenir. Et enfin, c'est une façon de piloter ses ratios financiers avec des effets de bord qui peuvent être quand même non négligeables sur les autres financements, puisque quand on vient diminuer son levier, ça vient toucher potentiellement au covenant, ça vient nous faire gagner un échelon dans la grille de marge. Par ailleurs, on voulait en 2 mots faire passer un petit message sur la déconsolidation en IFRS. Globalement, l'idée, c'est de dire que pour qu'une créance soit déconsolidée, il faut que l'ensemble des risques qui sont associés à cette créance soient transférés vers le factor. Donc, on parle ici de risque de crédit, de risque de retard de paiement et de risque de non-valeur. La non-valeur, ça peut être lié à des litiges, ça peut être lié à des compensations, des erreurs de facturation, etc. Le transfert de ces risques, donc, il est prévu par la documentation dans un certain nombre de clauses. Malheureusement, et c'est un peu le message qu'on veut vous faire passer, à date, il n'y a pas vraiment de consensus de place sur la rédaction des clauses et les commissaires aux comptes vont avoir des approches assez diverses qui vont être plus ou moins restrictives selon les cabinets notamment. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'impliquer vos commissaires aux comptes dès le lancement du projet pour qu'ils soient vraiment une partie prenante aux négociations et à la rédaction du contrat pour s'assurer, quand c'est le but poursuivi, du caractère déconsolidant de l'opération d'affacturage. Donc voilà en quelques mots les messages qu'on voulait vous faire passer sur le sujet de la déconsolidation. Et puis Mathieu, je te laisse la parole pour faire un petit point d'actualité de marché. Parfait, merci beaucoup Hugo. Quelques sujets d'actualité sur l'affacturage. D'ailleurs, un premier point sur les volumes. Sans surprise, le marché a connu une baisse significative des encours cédés en 2020. Regardez récemment les statistiques de l'ASF, moins 10% au premier semestre et moins 5% au second semestre 2020. Le rebond du premier semestre 2021, 14%, peut paraître assez significatif, mais finalement, si on le compare avec une base qui est, je dirais, plus normale, celle de 2019, ce n'est que 2,5% de croissance. Donc, c'est relativement flat. De notre point de vue, ce n'est pas du tout une marque de défiance des entreprises vis-à-vis de ce type de financement, mais plutôt le signe que les entreprises ont accumulé une trésorerie pléthorique, conséquence, entre autres, des mesures de soutien aux entreprises, type PGE, et de la mise en place, en France et d'ailleurs partout en Europe, de financement de dits de crise, RCF, term loan. Et on constate, en regardant les chiffres, que le niveau de trésorerie des sociétés du SBF 120 était en hausse de plus de 30% en 2020 par rapport à fin 2019. Et donc, une raison sûrement pour laquelle les entreprises se sont moins intéressées au sujet de l'affacturage en 2020 et en début 2021. Mais nous sommes convaincus que les corporates de manière générale préparent l'avenir et que ces solutions de financement vont retrouver l'intérêt des directions financières.
Deuxième point, souligné par l'ensemble des interlocuteurs chez les factors, les structures sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, la tendance est très clairement à la centralisation des programmes, donc avoir des programmes sont pan-européens ou internationaux versus des programmes plutôt locaux qui prévalaient il y a quelques années. Les facteurs s'adaptent à cette demande des entreprises, à votre demande. Et aujourd'hui, la plupart des grands acteurs peuvent mettre en place des programmes internationaux qui intègrent l'Europe, bien sûr, mais aussi les US, le Canada, voire l'Asie ou l'Afrique, nous disent certains facteurs. Troisième point, très clair et qui est relié au message qu'Hugo et moi-même avons passé avant, il y a une véritable montée en gamme des cédants. On insiste, l'affacturage, c'est pas le financement pour les sociétés en difficulté, c'est un outil de financement pour toutes les sociétés. Et cette qualité des cédants résulte dans une plus grande souplesse des facteurs sur les actifs financés. Alors, il n'y a pas de règles, c'est de la négociation au cas par cas, mais on voit des opérations qui permettent de financer des créances échues, des créances non nées. Voilà. C'est des sujets qui apparaissent et qu'on voyait moins traités auparavant. Enfin, signe de l'appétit des financeurs, des facteurs pour ce produit, la concurrence est vive et clairement les prix sont tirés vers le bas. Donc on le redit, c'est un outil de diversification qui est utile, mais c'est aussi un outil d'optimisation des coûts de financement pour les entreprises. Un autre sujet d'actualité, on va passer à la slide suivante, Emmanuel. Merci beaucoup. C'est les financements verts, les financements à impact. Et ça, pareil, pas un jour où vous ne voyez pas des articles dans les journaux sur le sujet. Si ces financements à impact se généralisent sur les marchés obligataires ou sur le marché du crédit syndiqué, également regardez les statistiques récemment, depuis début 2021, excusez-moi, environ un tiers des opérations de crédit syndiqué en Europe intègrent des critères ESG. Clairement, ce n'est pas le cas sur le marché de l'affacturage. On voit peu d'articles sur le sujet, voire pas. Il n'y a pas de communication faite soit par les facteurs, soit par les entreprises sur des programmes verts. Pour autant, on est convaincu, et les facteurs nous le confirment, que ce sujet est prégnant chez un nombre important d'acteurs. Certains facteurs ont d'ailleurs mis en place des groupes de travail sur le sujet. Sur l'affacturage, il n'y a donc pas de pratique de marché quant à la mécanique d'ajustement du coût de financement en fonction des performances ESG. On peut imaginer qu'une mécanique proche de celle qui prévaut sur le marché des crédits syndiqués, c'est-à-dire un système de malus ou de bonus en fonction du respect ou non de KPI défini à la documentation, donc soit mis en place sur le facturage. Cette mécanique, de toute façon, devrait être discutée et validée le plus en amont possible avec les CAC pour ne pas compromettre l'aspect déconsolidant de la transaction. Confère le point d'Hugo un peu plus tôt, l'échange avec les CAC, les discussions avec les CAC est essentiel dans la mise en place d'un programme d'affacturage déconsolidant. Enfin, si la, excusez-moi du terme, greenification du marché d'affacturage va naturellement venir en partie des financeurs, des facteurs, on est convaincu que les cédants, que les entreprises, que vous, seront d'importants moteurs et particulièrement au départ ceux qui, d'entre vous, ont déjà mis en place des critères ESG dans d'autres financements, puisqu'il y aura un système de ruissellement, pour reprendre un mot à la mode, financement vert obligataire, financement ESG crédit syndiqué. Ensuite, les entreprises vont chercher à étendre les critères ESG à l'ensemble de leur financement. Voilà. C'est un vaste sujet dont on pourrait parler très longtemps, mais je vois l'heure qui passe et je voudrais peut-être, Hugo, qu'on passe au deuxième sujet
de ce webinaire, qui est le sujet de l'affacturage inversé, clairement que nous ne pouvions pas ne pas évoquer, tant le sujet est évoqué systématiquement quand on parle avec les factors. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les corporates, peut-être des corporates de certains pays plus que d'autres. Typiquement, les pays du Sud sont vraiment plus en avance que les pays du Nord de l'Europe, mais c'est un sujet qui prend son importance. Donc, ce qu'on propose de faire avec Hugo dans cette seconde partie du webinaire, c'est de vous expliquer quels sont les principes de l'affacturage inversé, quels sont les principaux intérêts pour les corporates et enfin les challenges. Merci Mathieu. Quelques mots en effet pour présenter et représenter les grands principes de l'affacturage inversé. Ça va peut-être constituer un rappel pour beaucoup de nos auditeurs, mais ça permet de se mettre un petit peu les idées au clair par rapport au fonctionnement de l'affacturage inversé et des acteurs impliqués. Donc, l'affacturage inversé, c'est un outil de financement qui est mis à la disposition des fournisseurs par leurs clients. Le client, c'est le donneur d'ordre sur le schéma en haut à gauche. Du point de vue des fournisseurs, c'est un financement du poste client. Donc, ça se rapproche à cet égard de l'affacturage, un financement sur la base des factures qui est apporté par une institution financière. Ça va être une banque, un factor. Ça peut être un investisseur institutionnel, une société de gestion. L'intérêt de l'affacturage inversé, il repose sur la différence qu'il va y avoir entre les conditions financières dont bénéficie le donneur d'ordre et celles de ses fournisseurs. L'idée étant que le donneur d'ordre, qui va généralement être plutôt un grand groupe avec plutôt un profil de crédit assez solide, fasse bénéficier ses clients de ces conditions de financement dans une certaine mesure. Il y a un alignement total. C'est une opération qui implique tout de même une dimension informatique assez forte, dans le sens où il y a pas mal de flux d'informations, parce que le donneur d'ordre valide les factures qui sont émises par les fournisseurs, qui doivent pouvoir ensuite les visualiser, les suivre sur une plateforme et en demander le paiement en avance. Donc, là, il y a une plateforme informatique qui est un petit peu au centre de l'opération et du financement, et c'est un outil qui peut être fourni soit par le ou les financeurs, soit par un organisme tiers. Voilà un petit peu pour ce qui est du cadre. On peut passer à la slide suivante. C'était avant la précédente. Voilà. Les intérêts, les principaux intérêts pour un corporate, de mettre en place un programme d'affacturage inversé. Alors, on a repris 5 avec Hugo. Clairement, il n'y a pas de hiérarchisation entre ces points. Ça va complètement dépendre de vos objectifs, des objectifs des autres parties prenantes, des achats par exemple, ou de l'IT. Mais voilà. En tout cas, il apparaissait que c'était là 5 intérêts clés pour les entreprises. Le premier sujet, c'est la sécurisation des approvisionnements en offrant des conditions de financement intéressantes pour les fournisseurs. C'est clairement un moyen de fidéliser et de contribuer à la santé financière de vos fournisseurs dans le contexte actuel de difficultés d'approvisionnement. Clairement, ça fait sens et ça résonne. Deuxième point, l'amélioration de votre BFR en étendant les délais de paiement aux fournisseurs, naturellement dans la limite des législations locales et sans en faire porter le poids aux fournisseurs, hein, puisque le fournisseur, lui, pourra être financé dès le départ. Troisième élément, qu'est le service achat ou même la direction financière pourrait être sensible, c'est l'amélioration des marges. En effet, le paiement comptant peut être dans certains cas un argument pour obtenir des rabais. Enfin, vos banques, on en parlait tout à l'heure, réclament souvent du side business. C'est rare en tout cas qu'elles ne le fassent pas. L'affacturage inversé est un side business et donc c'est un sujet que vous pouvez évoquer avec vos banques
pour quelque part améliorer ou contribuer à l'amélioration de leur rentabilité sur votre contrepartie. Enfin, et j'allais dire encore, la dimension ESG chez RedBridge, on a à cœur de porter ce sujet, parce qu'on est convaincu qu'il y a une véritable vertu dans comment dire, le développement des sujets ESG, en tout cas sur les sujets de la finance. Et intégrer ces critères ESG dans un programme d'affacturage inversé est un moyen de verdir la supply chain avec typiquement la mise en place de mécanismes incitatifs sur le coût de financement, donc typiquement avec un système de tiering de fournisseurs qui, en fonction de leur engagement ou d'un certain nombre de KPI, bénéficieront de conditions plus ou moins intéressantes de financement liées au programme d'affacturage inversé que vous aurez mis en place. Voilà, on va passer maintenant au défi. Hugo? Oui, tout à fait, puisque quand on met en place un programme d'affacturage inversé, son succès, et ce qui constitue aussi le principal challenge, réside dans le fait que les fournisseurs y souscrivent. Pour ça, il y a plusieurs leviers. Nous, on en a identifié 4 qui nous paraissent être particulièrement importants et qui représentent des axes de réflexion lors de la mise en place d'une opération d'affacturage inversé. D'abord, il y a la dimension économique. Il faut que le taux de financement proposé aux fournisseurs soit attractif, et c'est bien sûr quelque chose qu'il faut garder en tête lors des négociations avec les financeurs. Ensuite, l'aspect technologique, puisque comme je l'indiquais avant, au quotidien, le financement il est géré au côté fournisseur via un logiciel, ce logiciel qui permet de suivre les factures, d'en demander le financement. Il faut qu'il soit simple d'utilisation, adapté à la volumétrie, adapté à l'architecture informatique également. Sur ce point, c'est important de dire que l'écosystème évolue très rapidement, il est déjà très étendu. Donc, ce service peut être fourni par les banques, parfois qui ont développé des plateformes en interne, parfois qui ont des plateformes qui sont fournies par des éditeurs externes, pour ne citer que des Kiriba, C2FO, Prime Revenue, etc. Mais c'est vraiment important de dire qu'il y en a beaucoup qui proposent des spécificités assez diverses, qui vont après s'intégrer plus ou moins bien dans l'environnement du donneur d'ordre. Donc c'est vraiment un sujet de réflexion important. Du point de vue juridique, un aspect assez critique, et c'est notamment vrai sur les programmes qui ont une dimension internationale importante et liée au KYC. Si à chaque fois qu'on veut se faire financer une facture ou tous les 2 mois, on doit renouveler en envoyant tout un tas de documents, du point de vue du fournisseur, ça peut vite devenir très lourd et ça va jouer beaucoup sur le niveau d'adhésion. Donc ça, il faut réfléchir au cadre légal. Certaines institutions financières vont être plus demandeuses que d'autres. Ça va aussi être selon les géographies, l'implantation de vos financeurs. Donc, c'est vraiment un sujet important. Et puis enfin, l'aspect marketing, parce qu'il est nécessaire de réfléchir en amont à une stratégie de communication qui va souvent être portée par les équipes achats. Communication de cette initiative pour convaincre les fournisseurs de l'intérêt d'y souscrire. Voilà, donc, je pense que ce qu'il faut retenir de cette slide et en guise de conclusion, quand on met en place un programme d'affacturage inversé, pour que ce soit un succès, ça doit évidemment impliquer la direction financière, mais aussi, et de façon importante, un certain nombre d'équipes, au premier lieu desquelles les équipes achats, les équipes IT, les équipes juridiques également. Et ça nous paraît être important d'avoir un sponsor, un soutien qui soit au niveau de la direction générale pour mobiliser tout le monde dans le bon sens et faire de ces initiatives un succès. Parfait, merci Hugo, merci Mathieu. On a déjà plusieurs questions qui nous sont arrivées sur le chat. Je vous invite à continuer, en tout cas à les poser. On va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour ne pas vous libérer trop tard pour y répondre. Déjà peut-être une toute petite question pour toi Hugo. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot de la
déconsolidation de la facturage en French GAAP? Oui, alors on n'en a pas parlé, en effet, on s'est concentré sur la déconso en IFRS. La raison pour ça, c'est que globalement, c'est un petit peu plus simple de déconsolider, d'assurer le caractère déconsolidant d'une opération en French GAAP, dans le sens où généralement, on va essentiellement s'assurer du transfert du risque de crédit et de l'absence de recours sur le risque de crédit pour assurer la déconso. Voilà, maintenant, le commentaire qu'on a fait vaut donc qu'on a fait sur la déconsolidation en IFRS vaut également sur la déconsolidation en French GAAP, qui est de dire impliquer vos commissaires aux comptes dès le début de la réflexion. Mais c'est vrai que globalement, le sujet est un peu plus simple en French GAAP. Merci Hugo. J'ai plusieurs questions, je vais les poser un petit peu pêle-mêle parce qu'elles viennent d'arriver et qui concernent le reverse factoring. Le premier où on me demandait, c'était déjà combien, on a une idée du nombre de programmes de reverse qui ont été mis en France? Non. C'est difficile de répondre, et ce qui revient également, c'est que bien souvent, c'est un programme qui, et ça fait lien, je pense, avec notre dernier message sur le fait qu'il est nécessaire que plusieurs équipes soient vraiment impliquées, mais bien souvent, ça peut être des programmes qui sont assez longs s'il n'y a pas un sponsorship à mettre en place au niveau de la direction générale. C'est des programmes qui se sont mis en place beaucoup dans les pays du sud de l'Europe, hein, en Italie, en Espagne. Des acteurs majeurs sur ce sujet-là sont des banques comme Santander, parce qu'il y a des délais de paiement qui sont beaucoup plus longs qu'en France. Et donc, voilà, finalement, ça a été une nécessité dans ces pays-là alors que ça a été moins nécessaire en France. Mais le sujet, clairement... Je pense que c'est un sujet qui est quand même... qui a été traité ou qui est en cours de traitement chez un bon nombre de grands retailers voilà. français. Voilà, de là à dire un nombre, je pense qu'on va pas s'avancer. Mais... J'ai un participant qui voulait savoir s'il y avait des critères minimums de chiffre d'affaires et de notation pour mettre en place un programme de reverse. Alors, en termes de notation, c'est une question d'équilibre. Hein. Il y a des programmes qui sont portés par des sociétés qui vont être non-investment grade, qui peuvent être dans la notation WB plus ou moins. Maintenant, c'est à rapporter au profil de crédit des fournisseurs. Bien sûr, si on n'a que des grands fournisseurs basés en France qui ont des conditions top de financement, ça ne va pas forcément trouver beaucoup d'audience. Donc, voilà, c'est à rapporter au profil des fournisseurs. Pour ce qui est de la taille, je pense qu'il faut quand même envisager vendre un encours qui soit à minima quelques dizaines de millions d'euros, donc sur des délais de paiement à 60 jours, si on dit... Enfin, c'est pour donner une petite échelle, hein, mais il faudra multiplier par 6. Donc, faut en effet vous présenter une taille critique, des achats, quelques centaines de millions d'euros d'achats. Je pense que c'est souhaitable. On a des idées du coût pour le donneur d'ordre d'animer un programme de reverse? On a des idées, ça peut être très limité, et c'est nous dans les programmes qu'on a aidé à mettre en place, on a tâché de s'assurer qu'il y avait quand même une forme d'équilibre économique qui était trouvée, puisque bon, les coûts de financement sont portés exclusivement par les fournisseurs. Généralement, les coûts de mise en place de plateformes, etc., vont être intégrés dans le coût du financement. Donc ensuite, ça va être des coûts d'animation. C'est quand même un investissement assez important des équipes achats, des équipes IT pour mettre en place la structure et assurer une bonne communication. Ça va être
voilà, plutôt des coûts en termes de, au moment de la mise en place, au niveau des équipes, des coûts internes, plutôt que des coûts apportés à payer aux institutions financières ou à des prestataires tiers, etc. Où ça, globalement, ça peut être intégré dans le taux de financement des fournisseurs. Toujours sur la facturage inversé, c'est dingue le nombre de questions en fait, qu'on reçoit sur ce sujet. Est-ce que, ce sera peut-être la dernière, est-ce qu'on sait étendre le délai de paiement au-delà du délai LME imposé à 60 jours? C'est bien entendu un objectif ça pourrait susciter un intérêt important. De l'expérience qu'on a, non, ça va entraîner une reclassification de la dette en dette financière et donc ça annule, je pense, un peu le bénéfice pour le donneur d'ordre d'un tel programme. Et là, la question vaut pour un fournisseur français, mais quand on parle de programme internationaux, et ce délai de 60 jours n'est pas forcément applicable dans d'autres pays. Donc, il faut regarder au global hein, l'intérêt pour le donneur d'ordre. Je pense que de toute façon, on reprendra en bilatéral, on vous renverra un petit email avec nos réponses sur toutes ces questions qui sont en train de tomber sur les programmes de reverse qui intéressent. Il y a l'autre partie de notre auditoire qui, elle, est intéressée par les programmes d'affacturage. Peut-être première question assez simple, la lourdeur opérationnelle d'un programme d'affacturage, comment est-ce que ça se passe? Ça peut être un peu lourd peut-être au début parce qu'il y a une partie informatique à mettre en place, s'assurer qu'on produit les bons documents, faire les sessions de balance au factor. On mène actuellement un petit sondage sur le sujet auprès de nos clients qui ont mis en place des programmes d'affacturage. Alors, ça dépend également, bien sûr, du nombre de filiales cédantes, de la complexité du programme. Il n'y a pas de réponse dans l'absolu, hein, mais globalement, on est à moins de 1 à 2 jours hommes par semaine à compter pour un programme multicédant pan-européen. D'accord. Et sinon, en amont, combien de temps il faut compter pour la mise en place? On compte plus ou moins 3 mois. Ça dépend un peu de la maturité du cédant. Il y a cette phase préliminaire de préparation de la consultation et de l'analyse des données, parce qu'on approche les facteurs avec ça. Et donc, c'est généralement cette phase-là qui peut prendre peut-être extrêmement rapide ou prendre un peu plus de temps si le cédant est moins mature. Et puis ensuite, il faut compter donc, cette phase de rédaction de la consultation des facteurs, la sélection et la contractualisation, on va dire de bout en bout, en moyenne, compter 3 mois. Question un petit peu technique. Pourquoi est-ce que les prêteurs auraient une préférence pour un financement adossé versus un financement corporate classique? C'est pour toi, ça, Mathieu. Oui, ben, en fait, pourquoi? Parce que les banques raisonnent systématiquement en rentabilité des fonds propres alloués au financement. Donc, en fait, quand un financement bénéficie de sûreté, typiquement quand il est adossé à des actifs, la consommation de fonds propres est moindre pour les prêteurs. Donc, à condition, à marge équivalente, on va dire, la rentabilité pour ce prêteur, pour cette banque hein, ou cette filiale de banque pour un facteur, va être meilleure. Donc, très clairement, le prêteur va pousser vers cette option. Évidemment, on voit bien que la contrepartie pour l'emprunteur, c'est de dire bah, si à condition équivalente votre rentabilité est meilleure, bah, vous allez m'améliorer les conditions. Et donc, logiquement, un programme d'affacturage ou un financement adossé à des actifs, de manière générale, hein, on peut élargir ça à des sujets autres que l'affacturage, doit bénéficier de conditions de financement plus attractives qu'un financement de corporate classique, unsecured. J'ai une dernière question et puis après, je pense qu'on va peut-être se séparer et rendre l'antenne. Comment est perçue la cession des factures par les clients?
je pense, une question qui doit revenir assez souvent. On ne peut pas, enfin, mis à part le fait que la perception de marché évolue par rapport à la facturage, on ne peut pas anticiper de façon générale une réaction des clients. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que un programme d'affacturage peut être parfaitement confidentiel et non notifié. Mhm. Donc, à la limite, j'ai envie de dire que la question n'a pas forcément à se poser. C'est neutre, c'est blanc. Mhm. Ok. Très bien. Écoutez, il est 12h06. On s'était promis de rendre l'antenne à midi. J'espère, parce que vous avez été très très nombreux à vous joindre à ce webinaire, j'espère que vous avez tous apprécié cet échange avec Hugo et Mathieu. Encore une fois, on reviendra très très vite vers vous pour toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de prendre là durant le webinaire. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se retrouve très bientôt pour une émission qui sera cette fois-ci un témoignage. Vous savez, en fait, on fait l'Espresso, c'est nos petites émissions à 14h où un professionnel de la trésorerie ou des financements en entreprise vient partager avec nous son expérience. Ce sera le 12 octobre. Ce sera avec Olivier Bouillot d'Albéa. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.